Salut YouTube, bonjour de Toronto par une journée très lourde. Comme vous le savez, hier soir, Trump a ordonné le bombardement de 3 sites nucléaires iraniens, ce qui marquera le début de la Troisième Guerre mondiale. J'ai donc à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous approchons de la fin du monde. La bonne nouvelle, c'est que ce matin, je vais vous dire comment le monde finira. Je vais donc me projeter et poser la question cruciale de cette guerre à venir. Les États-Unis utiliseront-ils des troupes au sol? Et comme nous l'avons souvent dit dans des vidéos précédentes, si les États-Unis utilisaient des troupes au sol, ils perdraient cette guerre. Cela marquerait la fin de l'Empire américain et déclencherait probablement la Seconde Guerre civile américaine. Et je pense que la plupart des gens s'accorderaient à dire que l'envoi de troupes au sol serait un désastre pour les États-Unis. Et les États-Unis devraient éviter d'utiliser des forces terrestres autant que possible. Cela dit, je vais utiliser la théorie des jeux pour vous expliquer pourquoi. Ils utiliseront quand même des troupes au sol contre l'Iran, même si c'est une très très mauvaise idée. En fait, ce serait une catastrophe. Bon, faisons une analyse selon la théorie des jeux. Dans la théorie des jeux, on regarde les différents acteurs. Ici, ce serait l'Iran, Israël, les États-Unis. Et on pose 3 questions. La première question est comment perçoivent-ils eux-mêmes le jeu? À quel jeu jouent-ils? Comment se voient-ils? Comment voient-ils leur rôle dans ce jeu? C'est la première grande question. La deuxième grande question est quels sont leurs intérêts? Quelles sont leurs motivations? Qu'essaient-ils d'accomplir? Quels sont leurs objectifs? Et la troisième grande question est, vu leur rôle et leurs intérêts, quelle est leur stratégie optimale pour atteindre leurs objectifs? Bon, avec ces 3 questions, on va voir comment l'Iran, Israël et les États-Unis joueront ce jeu dans cette guerre. D'accord, l'Iran est sans doute le plus simple, donc on va commencer par l'Iran. L'Iran perçoit cette guerre comme une opportunité d'atteindre des objectifs stratégiques nationaux majeurs. Le premier est de créer une unité nationale et de légitimer davantage l'autorité du régime. Comme vous le savez, à cause des sanctions, de la mauvaise gestion et de la corruption. Ce régime en Iran n'est pas très populaire, mais si les Américains viennent envahir, renverser le régime et semer le chaos, alors le peuple s'unira solidement derrière le gouvernement, quel qu'il soit. De plus, les Iraniens voient cela comme la meilleure occasion depuis longtemps de détruire enfin la présence américaine au Moyen-Orient en forçant les Américains dans un bourbier dont ils ne pourront pas se sortir. Comme nous l'avons souvent dit, les problèmes d'approvisionnement en Iran seront un énorme souci pour l'armée américaine. Ils peuvent y entrer, mais il leur sera très difficile d'en sortir. Et le troisième intérêt stratégique national est de créer une légitimité mondiale en battant les Américains, n'est-ce pas? Le régime chiite essaie d'être le leader du mouvement musulman mondial. Et s'ils battaient les Américains en Iran, ils deviendraient les leaders de facto de tous les musulmans du monde, surpassant l'Arabie saoudite. Ce sont donc les 3 principaux intérêts stratégiques nationaux de l'Iran. Et une autre question est alors, comment l'Iran forcerait-il les Américains à envahir? Quelle est leur stratégie optimale à cet égard? Car n'oubliez pas, les Iraniens, ils ne pourront pas battre les Américains dans une guerre conventionnelle. Ils n'ont pas la technologie, ils n'ont pas les armes, ils n'ont pas le financement des Américains. Ils vont donc devoir piéger les Américains en Iran, les encercler, couper leurs lignes de ravitaillement et forcer une reddition négociée. D'accord, c'est la stratégie optimale des Iraniens. Alors pourquoi les Américains seraient-ils incités à attaquer l'Iran, selon les termes de l'Iran? Eh bien, il y a un concept en géopolitique, en sciences politiques, appelé l'échelle d'escalade. Et l'idée de l'échelle d'escalade est qu'avant qu'une guerre totale ne commence, il doit y avoir un certain processus d'escalade. Et dans cette théorie, les Américains ont ce qu'on appelle la dominance d'escalade, ce qui signifie que les Américains peuvent toujours choisir d'utiliser l'arme nucléaire s'ils sentent qu'ils perdent cette guerre. Ils sont l'hégémon.
ils sont l'hégémon mondial et les Iraniens sont les outsiders. Donc, en théorie, ce qu'on vous enseigne en sciences politiques, c'est que l'hégémon a l'avantage de la dominance d'escalade. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est qu'en fait, cette théorie ne fonctionne pas vraiment. Parce que la dominance d'escalade, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous force à des réactions qui peuvent être contraires à votre intérêt supérieur. Laissez-moi utiliser une métaphore. Disons qu'il y a une brute au lycée. Et il tyrannise les gens depuis 1 an maintenant. Et c'est le plus costaud de l'école. Il est vraiment méchant et tout le monde a peur de lui. Il a la réputation d'être un voyou. Et c'est pourquoi il est capable d'accomplir ce qu'il veut accomplir. Disons que vous faites, vous savez, la moitié de sa taille. Vous voulez vous battre avec lui. Eh bien, on pourrait croire que ce serait à votre désavantage. Mais l'avantage que vous avez dans ce combat, c'est de pouvoir contrôler les termes de l'engagement. Vous pouvez calibrer vos actions afin de susciter des réponses qui nuisent à la brute. D'accord? Ce que je veux dire, c'est que si la brute vous frappe, eh bien, vous avez des options. Vous pouvez choisir d'aller voir le directeur. Vous pouvez choisir de ne rien faire ou vous pouvez choisir de riposter. D'accord, vous avez des options. Mais si vous frappiez la brute, elle n'aurait en fait d'autre choix que de vous rendre les coups. S'il cède, s'il fait un compromis, il perd toute crédibilité dans l'école. Il n'a donc absolument pas le choix. Il doit vous frapper en retour et plus fort que vous ne l'avez fait. Et cela signifie qu'il y a des moyens de calibrer votre attaque pour que la brute soit piégée. D'accord, par exemple, vous pourriez dire du mal de lui dans son dos, puis il répond. Quoi qu'il en soit, le fait est que même si la brute est censée être le joueur le plus fort, sa réputation l'oblige à répondre d'une certaine manière que vous pouvez contrôler et calibrer. C'est la même situation ici, avec l'Iran contre les États-Unis. Les États-Unis sont une hégémonie mondiale. Si l'Iran fermait le détroit d'Ormuz, s'il attaquait l'Arabie saoudite, s'il attaquait les bases américaines au Moyen-Orient, les Américains devraient répondre d'une manière qui démontre leur domination dans l'escalade. Ainsi, en provoquant lentement, méthodiquement et régulièrement les Américains d'une manière qui semble juste et raisonnable, l'Iran peut lentement forcer les Américains à envahir l'Iran. D'accord, ce sera un processus graduel, mais les Iraniens peuvent le faire. N'oubliez pas que ce sont les Américains qui ont lancé la première frappe contre les Iraniens. Les Iraniens peuvent donc maintenant calibrer leur réponse afin de piéger lentement les Américains au Moyen-Orient. D'accord, donc, du point de vue des Iraniens, la stratégie optimale est de forcer les Américains à utiliser des troupes au sol pour envahir l'Iran. Et ils peuvent y parvenir en calibrant soigneusement les réponses de manière à forcer les Américains à réagir plus durement. Jusqu'à ce que, finalement, la seule option soit d'utiliser des troupes au sol, d'accord? C'est l'étude de cas iranienne. Maintenant, regardons les Israéliens, d'accord? Les Israéliens et les Américains semblent être des alliés dans cette guerre. Mais la réalité est que les Américains et les Israéliens ont des intérêts divergents. L'Amérique est l'hégémon mondial, elle veut donc pouvoir équilibrer les forces au Moyen-Orient. Oui, elle soutient Israël pour l'instant, mais si Israël devenait trop puissant avec le temps, les Américains commenceraient à soutenir l'Arabie saoudite, la Turquie, l'Égypte. D'accord, les Américains doivent maintenir l'équilibre des forces au Moyen-Orient. Les Israéliens, en revanche, veulent être l'hégémon dominant au Moyen-Orient. Il existe ce qu'on appelle le projet du Grand Israël, qui, dans certains cercles en Israël, est une idée extrêmement influente. D'accord, et l'idée est très simple. Ils croient que dans la Bible, Yahvé, leur Dieu, a donné la terre promise à Abraham. C'est une alliance. La terre promise s'étend pourtant du Nil à l'Euphrate. Tout cela, en gros, tout le Moyen-Orient est censé être ce que Yahvé a promis à Abraham. Et il y a une faction fanatique au sein du gouvernement israélien qui cherche à réaliser la terre promise. Et bien sûr, si c'était le cas,
les principaux adversaires de ce projet ne seraient pas les Iraniens ou les Saoudiens, ce seraient en fait les Américains. D'accord, parce que pour réaliser le projet du Grand Israël, Israël doit chasser l'Amérique du Moyen-Orient. Alors comment Israël peut-il faire cela? Eh bien, disons de manière purement hypothétique que les Américains envahissent l'Iran avec des troupes au sol et ils y restent coincés pendant des années et des années sans aucun résultat. Maintenant, l'Empire américain s'effondre. Le peuple américain se révolte contre l'invasion de l'Iran. Ils refusent de servir. Ils brûlent leurs ordres de mobilisation comme ils l'ont fait au Vietnam. C'est le chaos civil. Il y a une guerre civile qui émerge en Amérique. Et maintenant, l'armée américaine est forcée de se retirer du Moyen-Orient. Que se passerait-il dans cette situation? Eh bien, au moment où l'Empire américain meurt, l'Empire d'Israël naît. Pourquoi? Parce que le contrôle du Moyen-Orient par l'armée américaine s'appelle le CENTCOM, le commandement central. Ils ont des bases, ils ont des armes, ils ont des soldats. Si la nation américaine devait se retirer du Moyen-Orient, cela ne signifie pas que l'armée américaine disparaîtrait. Tout ce que cela signifie, c'est que l'armée américaine sera désormais absorbée par l'État-nation d'Israël, faisant d'Israël l'hégémon de facto du Moyen-Orient. D'accord? C'est le plan à long terme d'Israël. Vaincre l'Iran ne sert absolument à rien pour Israël. Ils doivent vaincre à la fois l'Iran et l'Amérique. Or, le meilleur moyen d'y parvenir est d'entraîner les deux dans une guerre qui détruira leurs armées respectives. D'accord? C'est la stratégie optimale pour Israël. Et cela exige que les Israéliens persuadent les Américains d'envoyer des troupes au sol pour envahir l'Iran. D'accord? Voilà pour l'étude de cas d'Israël. Maintenant, regardons l'Amérique. Évidemment, l'Amérique ne veut pas utiliser de troupes au sol, car dès que des Américains mourront au Moyen-Orient, dès qu'ils instaureront la conscription, ce sera le chaos en Amérique. Les gens vont protester, les gens vont se révolter. Politiquement parlant, ce sera un véritable bourbier. Ce que l'Empire américain veut faire, c'est utiliser les bombardements, la propagande et le financement, comme on l'a vu, pour renverser le régime iranien, l'ayatollah et ses mollahs, et installer un régime plus amical qu'ils pourront contrôler. De cette façon, ils pourront contrôler toutes les ressources, le pétrole du Moyen-Orient, ainsi que le commerce mondial. Et ils doivent le faire en réponse à l'invasion de l'Ukraine par Poutine, qui a vraiment mis l'Empire américain sur la défensive. D'accord? C'est donc la stratégie optimale de l'Empire américain. D'accord? Renverser le régime avec le moins de pertes possible. Idéalement, par exemple, par des bombardements, des frappes ciblées, en éliminant l'ayatollah, des stratégies de force spéciales, en gros. D'accord? Mais la personne à la tête de l'Empire américain en ce moment est Donald Trump. Et si l'on regarde ce qu'il veut, c'est en fait différent de ce que veut l'Empire américain. Posons-nous une question. À quel jeu joue Donald Trump? Est-ce qu'il se soucie vraiment de l'Iran? Est-ce qu'il se soucie vraiment du Moyen-Orient? Se soucie-t-il vraiment d'Israël, du sionisme et du projet du Grand Israël? À mon avis, il s'en moque. Ce qui lui importe, c'est de maintenir son autorité politique et son pouvoir aux États-Unis. Il souhaite vivement aussi détruire cette élite mondiale influente qui, selon lui, l'a dépossédé du pouvoir en 2020. Rappelez-vous, pour Trump, les élections de 2020 lui ont été volées. Et c'est une chose sur laquelle il s'est montré catégorique ces 4 dernières années. En fait, il rumine là-dessus. Il veut donc se venger de l'élite mondiale qui lui a volé l'élection américaine. Il veut aussi s'assurer de rester au pouvoir. Cela signifie détruire l'élite mondiale et l'Empire américain. D'accord, c'est donc vraiment une lutte entre l'Amérique d'abord, représentée par Donald Trump, et l'Empire américain. On pourrait penser que cette guerre entre les partisans de l'Amérique d'abord et l'Empire américain signifierait que Donald Trump n'utiliserait pas de troupes au sol en Iran. Mais quel meilleur moyen de détruire l'Empire américain que de lui donner ce qu'il veut, tout ce qu'il veut? D'accord, quel meilleur moyen de détruire l'Empire américain? En le rendant arrogant et en lui donnant tout ce qu'il veut et en le mettant dans une situation qu'il ne peut pas gagner, n'est-ce pas? L'idée est donc la suivante.
L'idée est qu'au début, Donald Trump semblera vouloir un changement de régime en Iran et il pourrait même engager des troupes au sol. Mais alors que le peuple américain commence à protester qu'il y a de la violence et des troubles civils en Amérique, alors que les soldats américains commencent à mourir en Iran, que l'économie mondiale s'effondre, Donald Trump voudra changer d'avis, n'est-ce pas? Mais l'Empire américain est pleinement déterminé à gagner cette guerre. Il est à fond dedans. Il refuse de se rendre. Et maintenant, un conflit émerge entre l'Empire américain et l'Amérique d'abord. Et Donald Trump peut maintenant aggraver cette tension en se rangeant du côté de l'Amérique d'abord contre l'Empire américain. Et cela mènerait à une guerre civile. Et vous penseriez que c'est une mauvaise chose, mais une guerre civile et une guerre ingagnable au Moyen-Orient vont considérablement renforcer le pouvoir et l'autorité de Donald Trump, à tel point qu'il serait probablement capable d'obtenir un troisième mandat, d'accord? Alors, c'est vraiment très intéressant dans le sens où les trois acteurs majeurs, à savoir Donald Trump, Israël et l'Iran, veulent absolument que l'Amérique utilise des troupes au sol en Iran pour leurs propres objectifs, qui sont purement égoïstes et strictement individualistes. Et c'est pourquoi je pense que des troupes au sol finiront par être utilisées en Iran. Et je pense que ce qui va se passer, c'est qu'au fond, les trois acteurs, l'Iran, Israël et Donald Trump, obtiendront exactement ce qu'ils veulent. Israël pourra chasser l'Amérique du Moyen-Orient et devenir l'empire d'Israël. L'Iran unira le monde musulman derrière son leadership. Et Donald Trump obtiendra probablement son troisième mandat. D'accord, c'est ce que je vois. Le résultat de cette guerre étant... Mais cela soulève beaucoup de questions, n'est-ce pas? Je veux dire, si Israël devient le grand Israël, l'empire d'Israël et domine le Moyen-Orient, contrôlant pétrole et commerce, le monde ne s'unirait-il pas contre Israël? Et malheureusement, cela fait partie du plan. Cela fait partie de la prophétie. D'accord, et c'est quelque chose dont nous discuterons dans la prochaine vidéo. Parce que l'utilisation de la théorie des jeux en soi ne suffit pas pour expliquer ou comprendre pleinement ce qui se passe au Moyen-Orient. Pour bien comprendre ce qui se passe, dans ma prochaine vidéo, je vais vous expliquer les idéaux religieux, les obsessions religieuses qui motivent cette guerre au Moyen-Orient. Je vais vous expliquer l'idée de l'eschatologie, ce qui signifie la compréhension de la fin du monde. En gros, tous les acteurs majeurs du jeu, l'Iran, Israël, même dans une certaine mesure, les États-Unis, les sionistes chrétiens au sein des États-Unis, voient cette guerre en Iran comme l'accomplissement de la prophétie biblique. Vraiment, ils voient vraiment cela comme la fin du monde. Et c'est pourquoi cette guerre est si effrayante pour nous tous. Et donc, dans ma prochaine vidéo, je vais vous révéler les dimensions religieuses de cette guerre. D'accord. Quelques autres points avant de conclure cette vidéo. Certains d'entre vous m'ont contacté lors de ma dernière vidéo pour me dire que je ne devrais pas révéler mes informations publiques. Je ne devrais pas mettre ma famille devant la caméra. Et vous avez tout à fait raison. Après réflexion, je tiens à remercier tous ceux qui ont exprimé leurs inquiétudes. Honnêtement, tout cela est nouveau pour moi. J'étais un professeur de lycée qui enseignait à ses élèves et maintenant je suis célèbre sur Internet et tout le monde se tourne vers moi pour obtenir des conseils sur cette situation entre les États-Unis et l'Iran. Guerre. Et je suis flatté, mais je suis aussi dépassé par l'attention. Je suis un éducateur. Je veux continuer à éduquer les gens sur la façon dont cette guerre va se dérouler afin que vous soyez mieux préparés. Je vois cela comme ma mission. Et donc, je vais continuer à faire des vidéos. Je vais continuer, au fur et à mesure que cette guerre progresse, à vous expliquer, en utilisant la théorie des jeux, comment cette guerre pourrait se dérouler. Mais je comprends maintenant qu'Internet peut être un endroit effrayant, fou, insensé. Je vais donc devoir faire beaucoup plus attention à mon profil public. Et je vais devoir faire beaucoup plus attention à la protection de ma famille. D'accord, je vais donc continuer à faire des vidéos, mais je m'excuse si vous me contactez et que je ne vous réponds pas vraiment. Je veux dire, je suis débordé en ce moment.
Je m'excuse si vous me contactez pour un café et que je ne peux pas. Encore une fois, je me concentre sur l'étude de cette guerre pour comprendre ce qui se passe et du mieux que je peux, essayer d'expliquer et de clarifier ce qui se passe. D'accord. Alors, je vous verrai tous la prochaine fois. Au revoir.